Bonjour Laurent Pagny-Fous. Bonjour. On va largement revenir sur les textes du gouvernement qui vont être débattus à l'Assemblée nationale d'ici à l'été. Mais juste avant, un mot concernant la hausse des carburants. Hier, Roland Lescure nous parlait de choc pétrolier. Aujourd'hui, il n'en est plus question. Est-ce qu'il a parlé trop vite, le ministre de l'économie, ou est-ce qu'il s'est fait taper sur les doigts ? Il faut faire très attention aux mots. On le remarque aujourd'hui, mais la réalité, c'est une augmentation forte du prix du carburant à la pompe. Et ça, les Françaises et les Français ne peuvent que le constater. Le gouvernement est très vigilant à ça. Il essaie d'apporter des solutions par filière sur les professions comme les pêcheurs, comme les agriculteurs ou les transporteurs. Par filière, pas de mesure générale. C'est une première position. On attend de voir comment la situation évolue au niveau international, comment le cours du pétrole évolue. Mais il y a une réaction du gouvernement à court terme. C'est cette vigilance sur la réalité économique pour les Françaises et les Français. Et après, il y a une vision plus long terme sur l'électrification, la nécessité d'être souverain en matière de production énergétique et de sortir de la dépendance d'hydrocarbures. On le voit aujourd'hui, cette nécessité. Donc une action de court terme et une action de long terme. Je reviens néanmoins sur l'expression choc pétrolier. Les Français constatent effectivement une hausse des carburants à la pompe, parfois plus de 2,10 €, 2,20 € dans certaines stations. Ils voient le baril de pétrole qui est en train de dépasser aussi les 100 $ depuis un petit moment. Oui. La crise en Iran qui s'enquiste. Donc est-ce qu'on ne vit pas là un choc pétrolier ? Est-ce qu'il n'a pas raison de dire ça, Roland Lescure ? Écoutez, il a dit qu'il regrettait le choix des mots, mais la réalité, c'est que nous avons une crise énergétique qui est réelle. Il y a une grande volatilité du prix des carburants, et c'est ça qui est concret pour les Français, c'est-à-dire la question du pouvoir d'achat. Vous ne reprenez pas à votre compte ce terme de choc pétrolier ? De choc pétrolier, non, mais la réalité du coût de l'énergie, celle-là, elle est factuelle, et les Françaises et les Français le voient. Et le fait de choisir ou pas tel ou tel mot, à la limite, c'est accessoire. La réalité, c'est que nous, gouvernement, nous devons être vigilants à la capacité de certaines filières à ne pas être trop impactées. Et c'est le cas aujourd'hui par cette réalité, et d'anticiper à l'avenir le fait que nous devons être moins dépendants, voire plus dépendants du tout l'hydrocarbure. C'est bon pour la planète, avec une énergie décarbonée, mais c'est bon aussi pour le pouvoir d'achat des Français et des Français, ne plus être impactés par cette volatilité des prix. Donc vous avez expliqué, effectivement, il y a des mesures ciblées pour les agriculteurs, les pêcheurs, les transporteurs, mais Sébastien Lecornu l'a encore réaffirmé hier, il n'y aura pas de chèque global. Oui. Donc vous dites quoi aux Français modestes qui doivent prendre leur voiture pour aller travailler ? De dire que ce sont des premières mesures qui ont été prises, et encore une fois avec un suivi très précis jour après jour, je dirais presque heure après heure de la situation, une grande volatilité encore une fois du coût de l'énergie. On ne sait pas, on observe l'évolution du conflit avec une position de la France qui est particulière, qui est défensive, en essayant au plus vite de réouvrir le fameux détroit d'Ormuz pour faire en sorte qu'il y ait une détention de la situation, et aussi faire en sorte, on l'a beaucoup dit, que quand les prix augmentent, on voit que le carburant augmente, lui, à la pompe très vite, son prix. On sera aussi, le gouvernement, très vigilant quand ce prix du baril de pétrole baissera, que le prix du carburant à la pompe baisse aussi vite, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, et le gouvernement sera très vigilant à ça. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque politique ? On entend la France Insoumise qui demande le blocage des prix, le Rassemblement National la baisse de la TVA, les socialistes un chèque énergie pour les plus modestes, les Républicains une baisse des taxes, et on a le sentiment que le gouvernement, c'est un peu rien. Non, ça n'est pas rien. Je vous ai déjà parlé de mesures de trésorerie pour les professions, certaines professions les premières ciblées, mais on peut penser aussi aux professionnels libéraux, aux infirmières qui roulent beaucoup, ce qu'on appelle les grands rouleurs, qui auront probablement besoin aussi d'un accompagnement. Ce sont effectivement des mesures ciblées et pas des mesures générales aveugles qui ont un coût exorbitant et qui ont un coût qui sera transféré sur une nouvelle taxe ou une nouvelle fiscalité, parce qu'il faudra bien, nous sortons d'une grande phase budgétaire, financer ces mesures. Donc on observe, ce qui a été mis en place n'est pas pour solde de tout compte, le Premier ministre l'a dit. Il pourrait y avoir d'autres mesures. Il pourra y en avoir si cela s'avérait nécessaire, mais en tout cas, oui, pas de mesures générales et aveugles qui distribueraient de manière indifférenciée à celles et ceux qui ont un pouvoir d'achat important et celles qui n'en ont pas. Un dernier mot sur ce sujet. Marine Le Pen, et elle n'est pas seule, affirme que c'est l'État qui est le grand profiteur de crise, notamment avec ses taxes sur les carburants à hauteur de 50% qui vont directement dans sa poche. Est-ce qu'elle a tort ? Oui, elle a tort, et je trouve ça assez grave qu'une responsable politique se permette de dire quelque chose de faux. Et finalement quelque chose de populiste. Le gouvernement, les comptes publics de la France, nos comptes à nous tous, ne profitent pas de cette crise. Ce n'est pas un mécanisme aussi simple que cela, avec une augmentation du coût de
de l'essence à la pompe, qui fait que mécaniquement, l'État garde plus d'argent. Globalement, cette crise fait et fera perdre beaucoup d'argent au compte public, au compte de l'État, à nos comptes, à nous tous. C'est notre argent à nous tous. Et il est assez regrettable que des personnalités politiques puissent alimenter cette information qui est parfaitement fausse. La crise énergétique que nous vivons ne fait pas gagner de l'argent à l'État, ce n'est pas aussi simple que ça. Au contraire, ça en fait perdre. La baisse de l'activité économique, la baisse de la consommation, qui est mécaniquement une réalité du fait de l'augmentation du prix de l'essence, explique tout simplement le fait que cette information est fausse et ça n'est pas normal qu'un responsable politique se permette de l'entretenir. Lors des municipales, le bloc central a plutôt joué l'unité avec de nombreuses candidatures de la droite et du centre. Est-ce que c'est une leçon pour 2027 ? Est-ce qu'il faut un seul candidat ? Écoutez, il y a une information assez claire que l'on peut tirer de ces élections municipales, c'est que oui, que ce soit au sein de la gauche, au sein de la droite, du bloc central de la droite, il faudra qu'il y ait peu de candidats, un seul candidat pour ces grandes familles politiques, si l'un ou l'autre souhaite pouvoir accéder au second tour de l'élection présidentielle et éviter, c'est ce que je souhaite, d'avoir un affrontement entre les deux extrêmes, l'extrême gauche et l'extrême droite. Donc il faudra qu'au centre, à droite, qu'à gauche, les uns et les autres soient clairs sur leurs accords. Gérald Darmanin, il dit qu'il faut un seul candidat de la droite et du centre, voire même de la gauche républicaine. On peut imaginer un seul candidat de Bruno Retailleau à Raphaël Glucksmann ? Je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, ce que je crois, c'est que, encore une fois, les élections municipales nous ont démontré quelque chose. Quand une famille politique, une famille de pensée politique manque de clarté, les électeurs répondent immédiatement. Pour l'élection présidentielle, il faudra, à gauche notamment, mais aussi à droite, on a pu voir parfois des idées de rapprochement de droite qui ne s'est pas concrétisé dans les municipales, mais à droite comme à gauche, il faudra faire très attention à être non divisé, ne pas être divisé et être clair vis-à-vis des relations avec les extrêmes. Sinon, nous aurons alors à choisir entre l'extrême gauche et l'extrême droite, ce que je ne souhaite pas. Vous parliez des alliances. Il y a eu des alliances à gauche, de nombreuses, entre le Parti socialiste et la France insoumise, malgré l'engagement d'Olivier Faure. Elles n'ont pas été payantes pour la plupart. Est-ce que ces alliances... Le populisme ne peut qu'aller dans ce sens. Je regrette que la gauche ait fait le choix de l'accord avec LFI, ou à la limite, ce que je regrette le plus, c'est la godille, c'est j'y vais pas. Mais après, au-delà de ça, je crois que cette réalité sera vraie aussi pour la droite, qui devra être claire dans ses relations avec l'extrême droite. Encore une fois, il faudra qu'il y ait une offre politique pour cette élection présidentielle qui soit claire, à gauche comme à droite, et avec des relations vis-à-vis des extrêmes qui soient claires. Sinon, l'un et l'autre n'accéderont pas au second tour. L'Assemblée nationale a repris ses activités jusqu'à l'été. Un mot sur la loi sur l'aide à mourir qui devait être débattue à nouveau au Sénat la semaine prochaine. Oui. C'est encore repoussé jusqu'à la mi-mai. Pourquoi ? Est-ce qu'on en verra enfin le bout ? Oui, j'ai entendu, j'ai écouté avec attention la polémique qu'il peut y avoir sur le décalage qui a eu lieu au Sénat, qui n'a aucune conséquence sur le calendrier général sur ce texte. Ce sera voté avant l'été. Oui, c'est l'objectif, il ne change pas. Le texte sera au mois de juin à l'Assemblée nationale. Il a juste été légèrement décalé au Sénat à la demande des sénateurs. Le gouvernement a accepté de le décaler. Il demandait un petit peu de temps supplémentaire. Mais ça n'a pas décalé son inscription à l'Assemblée nationale et ça n'a pas décalé l'objectif final qui est de le voter avant l'été de manière définitive. Donc la polémique est une polémique interne au Sénat, mais le gardien de l'ombre, si je puis dire, de ce texte, parce que je souhaite qu'il soit mis au vote avant l'été. Je suis le ministre chargé du calendrier. Je puis vous dire que c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être. Ce décalage est un décalage uniquement à l'intérieur du temps du Sénat. Il n'a pas de conséquences ni pour l'Assemblée, ni pour le calendrier global. Et le budget, est-ce qu'il va y avoir un budget rectificatif au printemps ? Écoutez, ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore décidé. C'est le Premier ministre qui, dans le cadre de la politique globale que nous menons, emportera la décision, mais c'est quelque chose qui n'a pas été tranché à cet instant. Et donc, d'ici l'été, quels vont être les principaux textes qui vont être débattus ? Alors, il y aura... Les priorités du gouvernement ? Il y aura plusieurs grands blocs. Un bloc santé, sociétal, social, l'aide sociale à l'enfance, qui est un nouveau sujet, la protection de l'enfance. Il y a 2 textes sur la fin de vie, il y a les textes sur les réseaux sociaux. Ensuite, des textes régaliens, la sécurité intérieure, avec le texte dit riposte pour vraiment la sécurité du quotidien des Français, le texte sur les polices municipales. Il y a aussi des textes sur la justice criminelle portés par Gérald Darmanin pour faire en sorte de réduire ces délais de justice qui sont beaucoup trop longs. Voilà, beaucoup de textes à la fois régaliens. J'ai oublié, le texte sur l'agriculture. Donc nous avons
pour objectif de faire en sorte que cette année, qui nous reste un peu plus d'un an à gouverner, absolument pas, cette année sera utile avec à la fois du social, du sociétal, santé, mais aussi du régalien, sécurité intérieure, extérieure, avec bien sûr la loi de programmation militaire. Merci beaucoup Laurent Pagny-Fous. Bonne journée à vous. Merci.